Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cette ultime analyse de la saison 2, enfin non pas ultime, l'analyse de l'épisode 8 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. On fera, à un moment donné, je ferai un live où on se fera un résumé un peu général de ce que j'ai pensé, aimé ou pas, et qui sera du coup mon analyse ultime de cette saison 2. De cette saison 2 du coup. Et voilà. Et donc en tout cas là pour aujourd'hui, donc abonnez-vous comme d'habitude tout ça. Encore merci à vous de regarder justement mes analyses. J'ai vu que plus les analyses sortaient, plus vous étiez nombreux et nombreuses à les regarder et ça fait grave plaisir. Genre par exemple mon analyse de l'épisode 7, elle avait dépassé les 1000 vues au bout d'un peu plus de 24 heures. C'est une première sur la chaîne YouTube, hein, je tiens à dire. Autre que les formats shorts. D'ailleurs, annonce qui a été faite, YouTube va maintenant étendre les shorts à 3 minutes. Attendez-vous à voir toutes les vidéos que j'ai sur TikTok et Instagram qui étaient à la base là-bas et qui faisaient 3 minutes maximum à débarquer sur YouTube. Ça va être explosif. Attendez-vous, là je vais bombarder comme un gros connard YouTube. Je vais essayer de mettre au moins deux vidéos de 3 minutes à chaque fois par jour. Ça veut surtout dire maintenant que les vidéos que je mettais sur TikTok, je vais pouvoir aussi les mettre sur Instagram et sur YouTube maintenant. Donc je suis ultra content. Donc voilà. Enfin bref, donc du coup nous allons passer après ces petites annonces, nous allons passer du coup à l'analyse de cet épisode 8, dont j'ai oublié le titre d'ailleurs, épisode 8 qui se nomme, je vais regarder ça vite fait, épisode 8 qui a pour titre, le chat si vous avez le titre en même temps ça peut être très pratique pour moi, donc épisode 8 qui se nomme, s'il te plaît, qui se nomme L'ombre et la flamme. Oh putain, et même ce titre là il y a un problème. L'ombre et la flamme, oui, ça va, on a compris. Donc il se nomme L'ombre et la flamme, et on va commencer par une partie du coup, no spoil, comme à chaque fois. Le chat, on se calme. On se calme le chat. Rien, on ne dit rien, à part du hors contexte, s'il vous plaît. Alors, épisode 8, que je viens de voir au moment où je fais ce live, il y a à peine 20 minutes. Littéralement. Bah oui, je pense qu'on peut être assez d'accord là-dessus, le pilier, même si pour Disney, il y a des choses où je suis pas d'accord. On va commencer du coup par ma note pour cet épisode. D'un point de vue purement réalisation, c'était très intéressant. Il y avait des plans plutôt cool, des choix artistiques qui avaient vraiment de la gueule, ça en jetait, des trucs qui pourront faire encore une fois de magnifiques fonds d'écran. Cette série, je devrais l'appeler Le Seigneur des fonds d'écran, d'ailleurs. Mais à côté, c'est littéralement l'épisode du culot. Ils ont eu le culot de faire deux choses qui n'ont littéralement rien à foutre là, à l'époque où la série dépeint l'histoire, hein. Avec encore une fois certaines choses qui sont pas folichonnes, des chorégraphies qui, bon après c'est des chorégraphies, ça reste sympa, on passe quand même un bon moment à certains moments, des choses où tu t'y attendais, hein, on en avait parlé la semaine dernière dans l'épisode 7, ouais, pour ceux qui veulent savoir, allez voir mon analyse de l'épisode 7, j'en avais déjà un petit peu parlé par rapport à un truc qui allait certainement arriver à Hadar, et qui est arrivé du coup dans cet épisode. Temporalité record battu. Ah, temporalité record battu, il y a encore plus de trucs qui pop comme ça, sans plan pour te faire comprendre qu'il se passe un truc entre deux, machin. Donc voilà, encore une fois, temporalité encore plus dans le cul, dans la manière de faire le montage. Cet épisode-là, je lui mets un 3 sur 10. Le 3, c'est pour la réalisation. L'image, c'est pour la réalisation du coup, la direction artistique et la musique. C'est pas terrible. Parce que pour le reste, là il y a de gros soucis. Le découpage est toujours aussi catastrophique. Enfin ouais. J'ai regardé l'épisode, c'est comme si j'étais avec toi, tout ce qu'on a dit s'est passé, on est des génies. Ah mais on l'avait dit la semaine dernière effectivement, bon ça c'était après le live et après quand on a discuté après mon analyse de l'épisode 7. Donc qui est disponible sur YouTube pour ceux qui ont vu l'épisode 7, mais après du coup on en a parlé entre nous, à savoir moi et vous les abonnés. Donc pendant le live on a discuté, donc si vous souhaitez venir discuter d'ailleurs lors des lives, n'hésitez surtout pas, on peut venir en discuter tranquillement à chaque fois, donc c'est très agréable de discuter avec vous d'ailleurs.
Parce que c'est bien, parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes avis, mais c'est vrai qu'on se rejoint assez autour de ça. 2.1 pour Charles Vickers, 2 points pour la musique et certains plans de caméra. Oui, à la rigueur, 4... Non, même pas, moi j'irais vraiment un 3. Hein. J'irais pas au-delà de 3. Ah, et puis j'ai oublié du coup. Effectivement, dans les 3 points, il y a l'acting de Celebrimbor, de Anatar, de Galadriel qui est un peu mieux, hein. L'acting des nains, voilà, c'est toujours un plaisir de les regarder de leur côté. De l'autre étranger, pas fou. Et voilà, Charlie Vickers dans le rôle de Sauron, gros point positif de la saison. Ah mais c'est le gros point positif de cette série. Charles Vickers en Sauron est génial. Il est génial, on peut pas le nier. On peut pas le nier. Enfin bref, cet épisode du coup 8, comme je l'ai dit, bah voilà, c'est beau, ok. Mais il y a encore des facilités scénaristiques. Genre une violente surtout. 2 même, parce que concrètement, il y a un personnage qui aurait dû crever dans sa chute, hein. Vu le truc qu'on nous fait en mode plan à la Denethor, je suis désolé, le personnage, il a beau atterrir dans les arbres. Je donne pas cher de sa peau, hein. Bon, après, ça aurait été bizarre que le personnage meure maintenant, parce qu'on le voit des milliers d'années plus tard, dans les films, donc ça aurait été très très étrange, mais bon, mais pourquoi pas. Donc effectivement, ça aurait été très chaud de faire mourir ce personnage-là. Les orques, c'est toujours... Ah oui, j'ai oublié, les orques aussi, qui sont l'énorme point positif de cette série. Dépeints vraiment très différemment, même si là, j'ai pas trop compris la transition étrange entre, bah on passe de Anatar, c'est notre chef, à Sauron. C'est un peu chelou. J'avais un peu de mal à croire le fait que bah, les orques, là, se soumettent une nouvelle fois à Sauron. Petit spoil. Du coup, désolé. J'ai pas trop compris ce truc-là. Le changement est un peu trop brutal pour moi, je trouve. Je le trouve un peu trop brutal. Enfin, un peu trop brutal. Pas vraiment, parce qu'après, il y a quand même la scène, un peu au début de l'épisode, quand même. Enfin, milieu de début d'épisode, où t'as quand même les orques qui entrent dans la tour en question, qui croisent tel personnage, et avec qui ils discutent un peu, donc, bon, tu peux comprendre un peu certaines choses. Enfin bref, le côté des nains, ce début d'épisode, j'avais envie de hurler. On le savait que ce truc allait revenir parce que il avait été teasé dans les bandes annonces. Dans la saison 1, on le voyait faire une frame, se réveiller avec une pauvre petite feuille. Oh, la feuille me réveille. Voilà, et là, ils nous ont fait un truc et tu fais... Et tu... Non. Non, 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 non et renon. Je rappelle le chat, on ne spoil pas. Pas de spoil pour l'instant. On est toujours en partie de spoil. On ne spoil pas pour l'instant le chat, vous patientez. C'est... Non, 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 non. C'est vraiment... No! No, God, please, no! 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 C'est littéralement ça. Ce début de cet épisode, c'est littéralement ça. C'est un truc qui arrive là, alors que ça n'arrivera pas avant... Si on considère que la série se passe aux environs de l'année 1600, dans l'épisode en tout cas, ça ne se passerait pas avant 4000 ans. Pardon, 5000 ans, quasiment. Non, 4000 ans, un peu plus de 4000 ans. Plus de 4000 ans. Je suis un nain et je creuse des trous. Oui. Avec un espèce de truc pour creuser des trous très étrange. Tu utilises un bélier pour creuser des trous. Non, tu creuses pas la roche avec un bélier, c'est pas logique. Pas du tout. Ouais, mais c'est un nain, il a un anneau qui le rend plus fort. Non, ce n'est pas logique. On a vu ça, on a fait... Mais c'est nul. Voilà. Donc ouais, l'espèce de marteau-piqueur nain, ce qui fait juste du pouk, pouk. Bref. Encore une fois, on ne spoil pas, s'il vous plaît. Donc voilà, le personnage en question... à qui il arrive le truc en question, qui n'a rien à voir, qui n'est pas logique du tout qu'il soit là. Mais ça veut surtout dire que quand tu vois la fin de l'épisode, bah qu'en fait les nains sont au courant que ce truc-là est là. Et, voilà, mais on le vit bien. Je sais pas comment ils vont sortir, je sais pas ce qu'ils vont faire dans la saison 3. Hein. Mais en tout cas, cette fin d'épisode du côté nain est illogique au possible. Se fait alpaguer. Il aurait dû fondre, non? Non, non, parce que la créature en question, le machin en question, ne c'est pas non plus le soleil. Regardez Gandalf, il a pas fondu. Et techniquement, c'est le même truc. Aussi, un personnage mentionné de nulle part à la fin en rapport avec les nains.
Oui, aussi, oui, c'est vrai. Le fin d'épisode pour les nains, un personnage non mentionné à aucun moment dans les 2 saisons. Et on te dit, bah ouais, mais il y a lui, il fait ça, du coup, pour ce qui t'arrive. Du coup, Nick. Voilà, donc le côté des nains foutus en l'air. Le côté des elfes, bah voilà, la destruction des régions, on voit clairement la destruction, on voit le côté vraiment de la tristesse des elfes quand ils constatent que certaines choses sont détruites par les orques, alors que pourtant ils leur disent, mais attendez, touchez pas à ça, c'est le savoir de nous, enfin c'est ultra important, ça a plus d'importance que le sang ou machin, et l'orque qui fait rien à foutre. Hop. Référence aux autodafés des années 30. L'intrigue politique à Númenor, encore une fois à Númenor, c'est expédié à vitesse grand V, t'arrives pas à comprendre, encore une fois, hein, Atrandos l'avait confirmé l'avait carrément confirmé mes dires, hein, lors du conseil en terre du milieu que j'avais fait quand il était là, et il l'a confirmé, hein, tu connais rien à Númenor, tu comprends rien à ce qui se passe. Et là, cet épisode, encore une fois, oui, machin des fidèles. Bah du coup, vous les êtes plus, enfin... Bref, Númenor est bâclé, le retour de Núménoréens en terre du milieu est bâclé. Bref, Númenor, c'est le point mort de cette série, Númenor. C'est le point le plus dans l'ombre, le plus bâclé. Alors pourtant, André, tu vois un truc sympa, tu fais ok, une petite référence, ok, il récupère machin. Enfin bref, le côté des ball beats, c'était pas terrible. Franchement, les conversations, j'étais là, ouais, pas fou. Le mage qui devient ce qu'on craignait le plus, et putain de confirmé, et tu fais... J'ai hurlé sur ce plan. Ma femme pourra vous le confirmer. Déjà, quand j'ai entendu les premiers mots en mode machin, et après t'entends le mot, le nom qu'on n'aurait pas dû entendre dans cette saison, dans cette série en fait, qui est dit, j'ai sauté du canapé. Véridique, j'ai vraiment ma réaction, ça a été... Ils ont osé les bâtards, ils ont osé. Allez vous faire enculer, allez vous faire écarteler. Là, ils ont osé. Le culot. Le putain de culot. L'affrontement entre Galadriel et Anatar qu'on voit dans l'épisode était très sympa, hein, surtout le côté psychologique pour Galadriel était vraiment très cool. C'était une scène, en tout cas c'était pas une scène parce qu'une scène c'est, enfin du coup c'était une scène qui était bien amenée. Qui était bien amené, c'était vraiment bien foutu, ils ont fait un beau boulot là-dessus au niveau du contact entre les deux. Bien qu'après ce que fait Galadriel juste après n'a aucun putain de sens pour ce qu'elle fait, parce que non quoi, dangereux. Voilà quoi. L'arrivée des Gugus à Eregion, je suis déçu au possible parce que ça dure quoi, 2 minutes, 1 minute je crois même, ça dure très peu de temps et tu te dis d'accord, les mecs pop de nulle part pour commencer. Bon là c'est pour faire vraiment après dans la scène je dis pas c'est joli, dans la scène c'est joli, c'est vraiment hop ils sont arrivés mais genre l'ennemi n'aurait pas pu dire hey, on a vu des gars arriver. Ça fait comme les elfes dans l'épisode 6 qui sont surpris de se voir prendre des cailloux sur la gueule en mode oh les orques sont là, on est attaqués. Bah là c'est le même truc, là c'est oh les orques, et on est con, regardez, il y a des mecs qui sont passés, on les a même pas vus. Voilà. Le côté de l'étranger, j'ai pas envie de tergiverser dessus, c'est voilà, c'était à vomir. C'était à aller vomir. Oh putain oui effectivement, exactement King Odin. C'est vrai, un moment dans l'épisode vers la fin, c'est vraiment Harry Potter chez Ollivanders. Pour ceux qui ont vu l'épisode, voilà, là en partie ceux qui ont vu l'épisode, vous comprenez de quoi je parle, hein, partie complètement, là ils ont osé faire une ref à Harry Potter. Je sais même pas si c'est une ref, c'est juste, c'était nul. Enfin t'es là, quoi? Ah, mais ça te sort cette phrase. Ils les ont culés. Enfin, Galadriel effectivement qui fait une négociation avec Hadar qui sort de nulle part, Hadar qui lui arrive un truc bizarre, Hadar aussi d'ailleurs qui est, bah j'ai trouvé ça très cool, le principe de ce qu'on a vu, de ce qu'on voit là-dedans. Enfin bref, là franchement cet épisode-là, je vois pas comment on peut le défendre. Et puis la fin de l'épisode, t'arrives pas à y croire.
T'arrives pas à y croire, le machin. Ouais, ouais. Alors que l'instant d'avant, on te dit que non, les machins sont brisés, ils ont plus l'envie, ils ont plus rien. Et l'instant d'après, il lève une épée. Ouais, ouais. Vous pouvez arrêter de nous faire des trucs de merde comme genre Pharazôn qui subit un putsch de Pharazôn. Et après Myriel qui sort de la flotte. Myriel. Myrlène, comme dit ma femme. C'est... Enfin, voilà, là pour la partie no spoil, je vais m'arrêter là. On va s'arrêter là pour la partie no spoil parce que là maintenant il faut que je passe. Maintenant il faut que je passe à la partie spoil parce qu'il y a beaucoup trop de trucs à dire. Donc, partie spoil. Le chat, vous pouvez vous lâcher maintenant. Le chat, vous pouvez vous lâcher. Alors, on va essayer de faire frame by frame. Donc, début de l'épisode, Durin qui vient gueuler sur son père, Durin, en lui disant « Arrête ta merde ou je te coupe la main !» Durin qui fait « Tu n'as pas la force de me couper la main !» Durin qui fait « Oui, mais rappelez-vous, quand on faisait des bras de fer, vous me laissiez gagner, machin, truc muche. Mais attendez, je vais mais retirer l'anneau. Allez, s'il vous plaît, s'il te plaît, papa. S'il te plaît. Un nain ne demande pas, il n'a pas de pitié. Le mur se pète comme un château de cartes avec un bélier. Ah, je veux bien qu'on ait les marteaux-piqueurs, mais un marteau-piqueur, c'est petit, ça prend une petite zone. Ça, c'est un bélier. Un bélier, c'est pour défoncer des portes. À moins que ce soit le fameux bélier des Romains qui a été utilisé dans mon souvenir au siège Zama. Non, c'est pas Zama. Si, c'est Zama. Zama. Non, je confonds, ça c'est les Carthaginois, il me semble. Oui, Zama, c'est les Carthaginois. Enfin bref, les nains, il y a des béliers qui ont été conçus exprès pour péter des murs. Hein, voilà. Sauf que là, tu veux péter de la roche, de la montagne, littéralement. Donc c'est un bloc. Nick, et là, Durin qui rentre, regarde mon fils, regarde. T'as vu? Ça, c'est l'avenir. Oui, mais vous avez dit que la montagne, elle est pas à nous. Ouais, mais elle pourrait le devenir. Et regarde, des gisements de mithril partout. Ah oui, alors le plan est beau. Et puis d'un seul coup, le Balrog. Ah, gros Balrog, qui a fait un trou dans un mur qui m'a réveillé? Ah, toi, enculé. Tu prends une baffe, Durin qui fait oui, éjecté, il perd sa hache matin. Et Durin qui voit le machin, réalisation, Durin devient moins con, ouloulou, je pose mon anneau. Non, mon fils. Je n'ai jamais fait exprès de perdre contre toi, c'est juste toi qui avais plus de force. Adieu, roi Durin. Et un Durin qui arrive, avec sa grosse hache, je vous refais la scène, hein, voilà, on va s'amuser. On refait la scène. Alors je n'ai pas une hache aussi grosse que lui, mais c'est vraiment je fais ça et... Voilà, le vol plané qui n'a... C'était moche. La scène est super belle. Ça a de la gueule, ça a l'impact. Ok. Mais je suis désolé, voir un nain me faire un bond en mode... Et se prendre une tatane après, c'est de la merde. C'est de la merde. C'était le saut de l'ange, voilà, il s'est pris pour Ezio Auditorum, il nous a fait un saut de l'ange et... Oh. Et puis après, pouf, générique. C'était nul. La scène est belle, oui. La colorimétrie, la direction artistique, à ce moment-là, putain, mais c'est beau, c'est sûr, ça va donner encore une fois un magnifique fond d'écran, cette série qu'on devrait appeler le Seigneur des fonds d'écran. Mais genre, le mur s'écroule, Durin en mode papa, il récupère... On sait pas s'il a récupéré l'anneau, d'ailleurs, il a certainement dû le laisser là, on n'en sait rien. Il s'en va, et puis pouf, le mur s'écroule, et maintenant quoi, le Balrog va redormir pendant 2000 ans? Vraie question. D'autant qu'en plus, je rappelle, dans le lore, il y a bien un Durin qui va mourir. Mais c'est en 1900, si je me rappelle bien, 974 du troisième âge. Je vais vous dire ça maintenant, je vais juste revérifier vite fait. Hein, donc, Balrog. Alors, Balrog de la Moria, où est-il? Le fléau de Durin. Alors, fléau de Durin. Qui va buter, du coup, le roi nain, Naïn Ier, et son père, le roi Durin VI, en 1980, du troisième putain
putain d'âge. Pour une série se passant au second âge et cherchant à dépeindre les anneaux de pouvoir, c'est quand même très étrange qu'on ait un événement aussi marquant du troisième âge à ce moment-là. Je sais pas, je vous laisse cogiter là-dessus parce que, encore une fois, hein, les anneaux de pouvoir, on nous dit depuis le début, oui, c'est une série second âge matin, et t'as un événement du troisième âge au second. Qui du coup va avoir un impact, je sais pas ce qu'ils vont faire, comme impact psychologique, comment ils vont essayer de faire ça dans la suite pour les nains. Mais je tiens à rappeler que quand le Balrog est découvert en 1980 du troisième âge, il bute du coup Naïn Ier et son père Durin VI, le dernier des Durin d'ailleurs. C'est pour ça qu'après on va le nommer le flot de Durin. Et en 1981 du troisième âge, il devient maître incontesté de la forêt, de la Moria. De la Moria, oui, c'est ça. Et les nains, en réaction à la perte de Khazad Dûm, vont se diriger vers un pic solitaire à l'est de la forêt noire, des montagnes grises et à l'ouest des monts de fer et au nord d'un village nommé Lagville, connu sous le nom d'Esgaroth, la cité d'Erebor. Parce que le feu de Durin sera apparu, Erebor naîtra après. Ils vont faire quoi dans la série avec ça? Ça va être quoi la suite? Parce que là, ils vont sérieusement nous faire croire que les nains vont continuer de faire leur vie par la suite, en sachant que Durin 4, 3 est mort, buté par le Balrog qui est sous terre. Genre, ils vont continuer de miner, ils vont faire quoi pour la suite? Et là, on est que dans les 10 premières minutes de l'épisode. Les 10 putain de premières minutes. Je sais pas comment ils vont faire. Hein. Voilà. Bref. On a le générique. On passe après à... Non, mais ils ont fait la série avec des experts de Tolkien. Ils ont fait la série avec des experts de Tolkien qui ne le diront jamais, mais qui acceptent, je pense, royalement l'échec. Parce que, à mon avis, Christopher Tolkien, avait validé le projet, tout ça. De la série, ça oui. Cependant, il est mort 2 ans avant que la série sorte. Donc, il n'a certainement pas vu ce que ça allait devenir. Mes avis que Christopher, fils, n'aurait pas validé cette série. Mais étant donné que la famille Tolkien a besoin d'argent, comme s'ils en avaient peut-être pas assez, et que la Tolkien Estate a l'air de aussi, je pense, laisser aller, maintenant, cette série, c'est juste j'espère me tromper, hein, mais quand on voit le résultat actuel et quand on voit les choses qu'on a vues jusqu'à maintenant, c'est impossible qu'il n'y ait pas une énorme histoire d'argent derrière. C'est impossible. Voilà. Le Balrog, c'est putaclic, c'est tout malheureusement, mais c'est pire que du putaclic. Merci Outlaw XXXX du follow. En tout cas, scène d'après, on voit Anatar qui est en mode torture de Celebrimbor. Celebrimbor plein de flèches, c'est marrant, cette scène-là m'a fait penser à une scène dans la saison... si je me rappelle bien, c'est la saison 2 de Vikings, quand Ragnar revient en Angleterre avec Harold, le roi Harold, et qu'ils attaquent une abbaye et qu'ils s'amusent, et que les hommes d'Harold s'amusent à tirer des flèches sur un des moines pour le torturer. Là j'ai vu ça quand j'ai vu la scène. Mais bon, Celebrimbor qui prononce Seigneur des Anneaux, en mode oh regardez il l'a dit, vous avez vu? Oui, complètement. Celebrimbor qui s'est torturé par Anatar en mode oui mais c'est de ta faute, machin, mais Anatar quand même par contre qui est extrêmement bien joué et qui était magnifique dans la série, voilà, dans la saison 2 il est génial ce Anatar, c'est vraiment ça le fils de pute quoi. Il te manipule de fond en comble, même quand il a tort il te manipule. Par contre Celebrimbor quand il fait quand même à la fin, il fait quand même avant de mourir, sachez ceci, vous serez vaincu par un anneau unique. J'ai bien aimé, parce que ça faisait prophétie. Et les prophéties en terre du milieu, il y en a plein. Là, quand j'ai entendu le truc, j'ai fait « Ah, ça, c'est un choix de texte très malin.
pour une fois. Ça, c'est un choix de texte vraiment intéressant, vraiment bien amené de... voilà, prophétie. C'est Celebrimbor qui, du coup, prophétise la fin de Sauron par un anneau unique qu'il forgera. Et ça, c'est beau. Et ça, je trouve ça même très très beau et très malin, parce que comme du coup Celebrimbor a forgé la majorité des anneaux, je trouve ça très malin. Bah ouais, mais pourquoi Sauron causerait sa perte? Non, c'est l'anneau unique qui causerait la perte de Sauron, faut écouter. Hein. Enfin bref. Et il le plante, il le soulève comme un caca. Bon, du coup, la scène des bouquins où Celebrimbor finit en bannière, bah on l'aura pas, mais il finit en pseudo-bannière, mais il est juste, voilà, planté, et ça s'arrête là. Et lui qui le regarde fait « Vous êtes le Seigneur des Anneaux !» Ça va, vous avez vu, vous êtes content, on l'a dit, et regardez, on l'a dit, c'est Seigneur des Anneaux, vous êtes content, et regardez, c'est Seigneur des Anneaux, on l'a dit, regardez. Et Sauron qui chiale. Ouais, mais Sauron cause sa perte en le forgeant. Oui, mais il le sait pas, ça. Parce qu'il le croit pas. Le Kélé qui est devenu un Tchad tient tête à un dieu, se fait torturer, mais rigole. Oui, bah là, côté Tchad, franchement, c'était vraiment un peu Tchad, cette histoire. C'est vraiment le réel de JDG. Quand même, JDG fait des bons trucs, s'il vous plaît. Il fait des trucs qui sont comiques et qui sont mieux réalisés. Bon, quand même, c'est pas le même niveau. Mais en tout cas, ouais, les orques qui arrivent. Est-ce que vous êtes Sauron? Et lui qui fait j'ai eu plein de noms encore. Et toi, c'est quoi ton nom, l'orque? Quel est ton nom, Uruk? Pouf. Plan d'après, on voit les orques qui saccagent la cité. Galadriel qui est en mode ah tiens, meurs orque, je protège des nelfs. Et qui, tu vois, qu'ils essaient de se barrer, mais c'est genre un plan où dans la ville ils essaient de se barrer. Et après, tu vois un autre plan un peu plus tard. Il me semble, c'est ça, un autre plan un peu plus tard où tu les vois sortir d'un tunnel. Et je me dis, oh, regardez un tunnel. Je me dis, des elfes vont s'échapper, machin, tout ça. Et puis, qu'est-ce que tu vois? Des orques en embuscade. Vous croyez pouvoir vous échapper, bande de merde d'elfes? Eh ben non, on va vous fumer. Puis t'as Galadriel au milieu. Ah non, attendez, nous tuez pas. Adar, il me veut. Me baiser. Il me veut. Ah, j'ai un truc qui l'intéresse. Ne me tuez pas. S'il vous plaît. Charlie Vickers, il a dit qu'il espérait la scène de la parade avec le corps des Celebrimbor en saison 3. Par contre, oui, effectivement, Daenerys, ça, oui, c'est une très bonne chose. Ça serait pas mal que pour la saison 3, il fasse une scène d'ouverture avec Celebrimbor baladé en bannière. Ça serait fort. J'imagine bien ça, tiens. Effectivement, ça pourrait être très cool. Non dans le mode, alors ça vous plaît, vous l'avez, votre perso de merde, je voulais dire, c'est le perso de Seb. Ah oui, par rapport à ça, oui, je vois maintenant, King Odin, je vois. On retiendra que les orques ont fait le plus gros braquage de l'histoire, ils ont capturé le haut roi, son héros, et l'une des femmes les plus illustres chez les elfes. Complètement, ouais. C'est vrai que dans cet épisode, les orques sont en mode, on capture tous les mecs les plus importants du 3e âge chez les elfes. Du 2e âge, pardon. Boum! T'as vu? On a des couilles! Mais par contre, ouais, effectivement, je suis désolé, voir Elrond et Gil-galad capturés par les orques. Elrond, je dis pas, mais Gil-galad, s'il vous plaît, non. Moi, j'aurais voulu voir un Gil-galad. Genre, du coup, par rapport à la suite, on va y venir après. Du coup, on voit Gil-galad et Elrond qui sont là en train de gueuler sur les orques en mode non, ne brûlez pas les rouleaux, c'est le savoir de Celebrimbor, machin, ça a plus de valeur que la vie, que le sang, c'est l'histoire et tout. Et l'orque, il le regarde et il fait oups! Ça, j'ai bien aimé. J'ai vraiment aimé, c'est vraiment juste cramé. Voilà. Orc est pris d'une folie meurtrière et de tout cramer. Du coup, référence d'une espèce d'autodafé style années 30 d'un certain moustachu. Alandir qui s'est fait poignarder par Adar et l'elfe qui était parti chercher les nains qui est revenu à moitié mort. On les renvoie en pleine forme. Oui, c'est vrai ça. On les renvoie quasiment, on les renvoie grave en pleine forme. J'étais là en mode zigouillez-les, putain. Arondir, elle va très bien alors qu'il s'est fait planter le bide. Galadriel est dans un pire état alors qu'elle s'est fait planter l'épaule. On souffle. Planter l'épaule et l'abdomen. En fait, vous avez pas remarqué, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand le duel de Sauron à Galadriel a lieu et qu'il finit là-dessus, il lui plante sa couronne. Quand on voit la retirer, il y a du sang sur 2 pics. Donc en fait, il l'a salement planté, quoi. Bon, tu vois, enfin ça c'est un faux raccord du coup, parce que tu vois la couronne pleine de sang des deux, et après tu vois qu'un seul trou quand elle est là et quand elle est par terre.
Enfin bref, donc après pendant ça, du coup, on a justement le duel entre Sauron et Galadriel, duel qui était assez sympa. Il y avait des moments, je dis putain, arrêtez de leur faire des roulis, les faire des trucs comme ça, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Hadar donne l'anneau à Gala, car il a vu sa mort grâce à l'anneau, non? Aucune idée, puisque c'est même pas expliqué. Ah oui, c'est vrai que juste avant le duel entre Sauron et Anatar, j'ai oublié, et Galadriel, j'ai oublié ça. Galadriel arrive devant Hadar, lui fait tiens, prends l'anneau, genre enfin non, elle arrive et fait hey, votre anneau machin, et tu vois Hadar guéri. Genre oui, ça réduit même les mots les plus anciens. Hadar en mode elfique qui a un beau flow. Franchement, Hadar en elfe, ah il a de la gueule. Il aurait pas été un méchant, il aurait été charismatique le gars. Enfin, il est charismatique même en méchant déjà, enfin en méchant. En père qui veut protéger ses orques. Parce que c'est pas vraiment c'est un peu un anti... On pourrait le voir un peu comme un genre de anti-héros, je pense, le Hadar, parce que... Ne dis rien, mon cœur! Ne dis rien! Non, je peux pas! Non! Je regarderai ça tout à l'heure avec toi! Pète ton crâne! Elle est en train de regarder Vox Machina, c'est pour ça, la saison 3 de Vox Machina. Si vous ne connaissez pas Vox Machina, allez voir ça sur Amazon. Ça, c'est un bon truc. Ça, c'est bien réalisé. Ça, c'est bien. Vox Machina, dessin animé, dans l'univers de Donjons et Dragons, adapté, du coup, de jeux de rôle sur table, des acteurs qui font les voix off de leurs personnages. Allez voir ça, c'est un banger. Là, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était de la merde. Donc ouais. Donc allez voir Vox Machina, ça c'est cool. Ça, c'est de la merde. Le reste, c'est de la merde. Donc enfin voilà, Hadar qui est là, qui est magnifique et tout, il lui rend l'anneau. Pourquoi je sais même plus pourquoi d'ailleurs il lui rend l'anneau, ça m'a même pas marqué. Mais voilà. Et les orques reviennent. Oh non, il est blessé. Luc Buse, machin truc, il est blessé. Puis il regarde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Sauron? Oui, Sauron, il était là. Il a voulu le corrompre, machin, le forcer à venir, mais il a dit non. Et tu vois l'instant d'après, désolé. Puf, et il te le plante. Voilà, Hadar, ils nous ont fait une César comme pour Anatar en début de saison 2. Voilà, ils nous ont fait une César. Et il le bute, et Anatar il arrive en mode... Galadriel. Ah, là c'est vraiment le... Galadriel. Moi j'ai vu ça. c'est... Galadriel. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça dans cette série, mais ça m'a fumé. Ah oui, mais là je suis d'accord, le petit elfe, hein, ça... Et il y a un essai de plot twist en mode je suis Hadar, mais j'ai eu un autre nom. Ah oui, j'aurais voulu moi qu'il le donne ce nom-là. Parce que moi j'aime bien, j'y crois à cette théorie de Hadar, en fait c'est Maglor. Parce que Maglor, on sait qu'à un moment donné, il a tenu un des Silmarils au premier âge, mais ça lui a cramé la main et en un sens son âme, parce qu'il était tellement pourri par la malédiction de Fëanor, et que ça expliquerait pourquoi celui-ci avait un gant. Qui portait toujours un gantelet. J'aurais kiffé que ce soit un Maglor. En petite référence comme ça. Ça aurait été osé, mais ça aurait été sympa, quoi, comme petite ref. Un fils de Fëanor, carrément. Ouais, mais ça aurait été sympa. Genre un fils de Fëanor qui a été finalement capturé dans le bordel et qui a vu dans les orques autre chose. Enfin, je sais pas, ça aurait pu être marrant. Bon, après, ça aurait été très incohérent, mais ça aurait pu être marrant. Enfin bref, après, Galadriel commence à taper sur la gueule d'Anatar, en sachant qu'Anatar fait « Oui, brûle, détruisez tout, Erégion. Je suis méchant, détruisez tout. Je suis méchant. Je suis méchant. Bref, le combat commence, un combat aussi bien physique, un combat de l'esprit et un combat du corps, aussi bien du corps que de l'esprit. Donc Galadriel qui fait face à plein de visions, genre elle bug quand elle voit Halbrando revenir. C'est bon, vous voulez pas baiser aussi dans qu'on y est, bande de connards. Mais ouais, en tout cas, là, les différentes visions, enfin, c'était assez intéressant. Et elle qui finit, attends, ça expliquait Méliane, Maëglor a connu Beren et Luthien et la chute de Doriath. Oui, effectivement, le petit elfe, ça aurait expliqué tous ces côtés où Hadar est en mode « Je suis Hadar, fils de Wiki et Pédia ». Je sais plus qui avait dit ça, je crois que c'était le petit elfe qui avait parlé de ça la semaine dernière pendant le live. Mais je crois que c'est ça, ouais. C'est vraiment le Wiki, fils de Pédia, je vous jure. Mais ouais, c'est... Enfin bref, le duel continue, machin, elle se fait baiser, elle là, bah, je te donne l'anneau, vous voulez guérir la terre du milieu?
Eh ben va te faire enculer. Je m'attendais à ce qu'elle fasse un gros dos en mode... Et elle se casse la gueule dans le vide. Voilà, en mode Denethor, mais il lui arrive rien, elle est pas trop défoncée, machin. Et pendant ce temps-là, opération hostile des nains. Et pendant ce temps-là, opération hostile des nains qui pop. Littéralement qui pop en mode Deus Ex Machina. Et les orques font non, ils ont reçu les renforts nains. Qu'est-ce qu'on fait, monseigneur? Ta gueule. Meurt et les orques autour qui font on se casse. Ça c'était marrant. Mais les nains qui arrivent et qui te fument les orques. Genre les nains ont eu le temps de rentrer dans la ville, de se positionner partout, sans que les orques les remarquent. Épisode 6, c'est les elfes qui étaient cons et qui voyaient pas les orques arriver. Épisode 8, c'est les orques qui sont cons et qui voient pas les nains arriver. C'est à équilibre, on va dire. Bon, une armée de nains avec que des arbalètes. Pendant 2 secondes, je me disais, attends, c'est quoi leurs arbalètes? C'est les Chukonu ou quoi? J'ai cru voir les arbalètes chinoises à répétition. Je fais waouh, c'est génial ça. Bon, du coup, non. Nain qu'on voit une petite frame. Elrond qui est en mode Durin. Et Narvi fait non, le roi est en deuil. Et il se casse. Et voilà. Et on voit une scène vite fait de deuil. Je sais même pas s'il fait une scène de deuil à ce moment-là, je me rappelle même plus pour vous dire. Kaythorn, alors je ne veux pas défendre la série, mais les elfes étant ultra légers, ça expliquerait sa survie. Oui, c'est vrai que dans le lore, les elfes on nous explique qu'ils sont plus légers que les humains. Ouais, c'est ça, Odin. Les nains, c'est expandable. Allez, on fait tout péter. Hein? Là, on débarque. Allez, allez, attends. Pour le fun. Pour le fun, je vais jouer un nain. Voilà. Est-ce que j'ai mon truc? Oui. Allez, Baroud Kazan. Allez, t'as enculé de Viet Cong. Merde, c'est pas le même univers. Enculé d'orque. Voilà, moi là c'est comme ça que je les ai vus. C'est les nains débarquent. Je clique. C'est bon, vous a sauvé le cul. Putain. Et les nains ils apparaissent malheureusement genre les nains ils apparaissent que une frame quoi. Y a même genre ils ont voulu garder le côté effet surprise. Ça je veux bien. Mais genre je sais pas. Tu faisais des plans, genre vite fait, genre 1 seconde, tu vois des pieds de nains qui se déplacent, 2 secondes, tu vois un autre plan, genre les nains qui arrivent de partout, genre qui arrivent à se planquer, ou alors à la rigueur, t'as le siège des orques qui se font eux-mêmes assiéger par les nains. J'aurais trouvé ça génial. Et genre du coup dans la cohue, les orques qui sont en mode qu'est-ce qu'on fout, ça aurait été beaucoup plus impactant. Encore une fois, ils ont raté le coche de faire une scène impactante. Genre juste les nains qui débarquent en mode pouf pouf. C'est moins bien que ce que je viens de dire quand même. Genre les nains qui arrivaient pour assiéger les orques en retour, ça aurait été énorme. Parce que là les nains, c'est littéralement les nains sortent du sol et font coucou. Enfin bref, ça sauve Elrond, ça sauve Alandir, ça sauve le Gil-galad, Alandir effectivement qui est pas du tout dans un état lamentable, hein. Pourtant il s'est fait planter sa mère par Hadar, on le voit, hein. Il a pris un sale coup, hein. Il était par terre, il avait mal et tout. Épisode 7, épisode 8, je cours, tout va bien, je cours, oui je cours, regardez, je vais bien, ouloulou. Donc ouais. Les nains de Khazad-dûm, 10 secondes de nains, c'est ça, j'ai pensé à le relire, pour moi les nains c'est un pouvoir sur BFME. Ah mais là ouais, là les nains dans cet épisode 8, c'est un pouvoir sur la bataille portail du milieu. Si vous connaissez pas ces jeux-là, allez voir sur ma chaîne, j'ai fait des let's play dessus. LOL. Et puis après, bah ils tombent, ils vont sauver le cul de Lady Galadriel qui est là. Elrond, Gil-galad qui est en mode oh elle est empoisonnée par le mal et c'est son âme aussi qui est touchée machin. Je peux tenter de la guérir. Il fait un chant très sympa. J'ai bien aimé vraiment le côté guérison des elfes. Et enfin on voit le côté Elrond soigneur elfique. Bon, qui panique à l'idée de mettre l'anneau de Galadriel en place. Pas de scène pour t'expliquer le truc. Et Arondir qui est soigné genre en 2-2. En tout cas, entre temps, il n'y a pas de scène, rien qui t'explique qu'il se fait soigner. Voilà. Il se barre. Le côté des nains, on est endeuillé, mais on va essayer d'aider tout ça. Et Disa qui est en mode oui, mais il faut dire qu'on règle nos propres problèmes. Machin. Disa qui dit il faut régler nos propres problèmes.
Et Narvi qui parle du fait, oui, non, c'est Disa qui parle de ça, du fait que oui, mais les nains des montagnes bleues, ils sont fait storker beaucoup de thunes, et ils veulent récupérer leur dû, et puis il y a beaucoup de nains qui pensent que Durin 3 vous a pas considéré comme légitime, Durin 4, et d'ailleurs, ton frère commence à rassembler des supports. Quel frère? Quel frère? Il sort d'où ton frère? Il y a aucune mention de lui pendant 2 saisons. Il sort d'où ton frère? De mon cul. Hop, je l'ai sorti. Tiens, regarde. Oh, c'est ton frère. Regarde, Durin. On a ramené ton frère. Il surgit dans la série. Ouh. Merde. Encore un moment donné où ils ont été cons. Sans déconner. Et genre, le Balrog est toujours sous nos pieds, mais tout va bien. Côté de Númenor, nous avons sa salope de fille, hein, on va le dire, hein, la salope de fille de Elendil, voilà, il faut dire les termes, qui rassemble les gens, fait mais pourquoi on est là? C'est pas à moi de vous le dire. Et Ar-Pharazôn qui arrive, machin, oui, par décret. Alors il se trouve que voilà, comment dire, Myriel s'est allié à Sauron, voilà. Et on a des preuves de ça, et du coup, on considère que vous, les fidèles, vous êtes des alliés de Sauron et vous êtes des fils de pute. Du coup, on va tous vous niquer vos gueules. Voilà. Parce que je l'ai vu dans le Palantir. Voilà. Parce que j'ai découvert que Halbrand, en fait, c'était Sauron déguisé, mais voilà, Myriel, elle le savait, mais elle a rien dit. C'est moi le roi, maintenant. Non, c'était nul. Aucune explication, rien. Tu ne peux. La série, cette saison 2 a raté le. En plus, la série actuellement a raté le coche d'expliquer les fidèles et les hommes du roi. Là, on te parle, vous, les fidèles, maintenant vous êtes pourchassés. Le peuple, oui, il faut maintenant qu'on se batte tous ensemble. On va faire recrutement de tous les hommes qui peuvent se battre. On va aller en terre du milieu. Les avant-postes, on va tous les reprendre. Bon, rappel, hein, dans les bouquins, les avant-postes, ils les ont pas perdus, ils sont toujours là, hein, ils ont même été construits, Pelargir est toujours occupé, à la base. Bon, la Terre du Milieu, par contre, à l'époque de Pharazôn, elle est un peu sous la domination de Númenor, et c'est pas suite à ça que Sauron se laissera capturer d'ailleurs. Enfin bref, ça part en sucette, et Arienne qui est en mode je protège mon papounet, regarde maintenant je t'aide papounet, t'as vu je suis gentil, je t'aide papounet, face à un Núménoréen qui avait littéralement cette gueule-là. Méchant, je suis un méchant. Je suis un méchant caricatural. Je fais la gueule. Je sais pas si vous avez fait gaffe à ce gars-là, mais moi ça m'a fait doucement rire. Et puis après on voit une scène avec Elendil qui est là, oui il faut qu'on se barre, machin, je vais aller dans tel endroit avec pour récupérer les bateaux, avec mon fils Anarion qui m'attend. À aucun moment dans la série, on nous fait ne serait-ce qu'une scène où genre il envoie une lettre à son fils. Genre, une putain de lettre. Genre, et une petite conversation, genre avec, je sais pas, genre avec Valandil qui se fait fumer par Kemen. Ça aurait été intéressant, et comme ça, l'information serait restée qu'avec Elendil. Ou genre, Myriel qui est au courant. Ils ont raté encore un truc débile ils mentionnent Anarion en mode, oui, mon autre fils m'attend. Du coup, tout ce qui se passe, son côté du deuil, tout le truc aérien qui fait de la merde, tout ça, genre, ça n'a aucun putain de sens. C'est genre, Anarion, il est resté loin, puis il a attendu. Il a rien fait d'autre. Ou alors, il a reçu une directive de son père disant, ne fais rien, fais pas le con, reste à la hauteur parce que là, à la capitale, c'est le bordel, et ne bouge pas. Mais ce n'est mentionné nulle part. Il y a aucune mention. Rien. Il y a rien de concret. Númenor est gâché. Il a rassemblé des troupes, peut-être. Oui, c'est bien, mais non, ce n'est pas expliqué. C'est lâché comme un cheveu sur la langue. Non. Ouais, et Arienne en plus qui a l'air de bouffer à tous les râteliers, effectivement. Un petit SMS, on aurait accepté Amazon, mais non. Bah ouais, mais franchement, ils auraient pu faire une scène de 10 secondes où tu vois, genre t'as Elendil qui fait donnez ça à mon fils Anarion et dites-lui bien de suivre les instructions à la lettre. Il donnait ça à un fidèle à lui, un homme à lui. C'était réglé. Une mention dans les séries, ça aurait pu être largement fait. Facilement. Mais non, encore une fois, ils font des plots, ils essaient de te faire monts et merveilles, machin.
mais c'est mal amené. C'est mal amené, c'est mal écrit. Enfin, c'est nul. On peut spoiler ou non, c'est interdit, il faut attendre. Là, on peut spoiler, là, Stéphane, c'est loin de spoiler. On est dans la partie spoil, donc tu peux. Mais c'est... Mais non. Et puis il nous met non, machin, et puis genre, nous, on va prendre les bateaux, puis du coup, tu as le plan de sa vision à LND, où il se voyait partir d'Armenelos sans problème, machin. Et du coup, aussi, dans le même temps, Myriel, quand même, qui lui fait, non, mais partez, mon destin est ici. Prenez cette épée, elle s'appelle Narsil. Redevenez le seigneur que vous étiez. Hashtag redeviens le roi que tu es censé devenir, Aragorn. Alors, pour l'épée, ce qui est cool, c'est qu'ils ont repris le design de l'épée que John O avait déjà fait. Design qui avait justement servi ensuite à reproduire l'épée Narsil puis Andúril pour les films de Jackson. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a une espèce de continuité visuelle. Ce qui est cool. L'épée est sympa, tout ça, ok, mais voilà, et puis après, tu reviens, on revient en Terre du Milieu. Enfin, ça fait du bien ton analyse, ça défoule, je me sens un peu plus apaisé. Ah oui, maintenant, partons chez les Bolbits et le mage. Normalement, il y a des inscriptions sur l'épée, Galétin. Les inscriptions sur l'épée sur Narsil arriveront quand Narsil sera reforgé pour devenir Andúril, Flamme de l'Ouest. Les inscriptions, c'est après. Enfin, du moins dans les films, j'ai pas souvenir dans les bouquins et ça, mais voilà. On retourne chez les Bolbits, où le vieux papy, notre mage, dont je tairai le nom pour l'instant, arrive, et là, oh non, je vois, il y a rien, il y a pas de personne, et l'autre mage arrière, hey, salut, ça va, on était copains, tu te rappelles quand on était avec Manwë et tout? Bon, t'as juste oublié, c'est même toi qui m'avais dit, attends, viens, va en Terre du Milieu, il y a des trucs sympas à faire et tout. Genre, il lui a dit, vas-y, toi là-bas, va toi là-bas, toi. Va-toi là-bas. Et après, il fait, oui, en plus, je suis là pour vous aider, puis regardez, et puis t'as mon vieil ami, nique ta mère, même lui, il est en mode, mon vieil ami? Même lui, il a un doute, ça se voit dans sa gueule. Bon, dans les bouquins, techniquement, oui, c'est son vieil ami. Au troisième âge. Au second, les deux connards en question sont toujours à Valinor. Voilà. Surtout que le gars a le culot de dire, ouais, on était à peu près 5, mais là, voilà, il y a plus que nous, machin. Alors, à mon avis, je pense que c'est bullshit à ce moment-là. 1 heure d'épisode que d'Elf, pardon, on a vu 15 minutes d'Isildur. Ah putain, je l'avais oublié celui-là, on va en parler après. Tu veux dire les Hobbits et Harry Potter, the boy who lived. Exactement. Enfin, on va y venir, bref. Les hommes de Rune, ouais, mais attendez, c'est terre. Oui, alors, non, mais attendez, mais ces mecs-là, ils sont gentils à la base. Ah bah non, ils veulent les buter. Oh, mais c'est pas ma faute, hein, j'ai pas fait exprès, c'est pas moi qui ai engagé, j'ai pas fait exprès, je me doutais pas que ces mecs étaient des connards. Oui, mais attendez, ces terres, avant, on avait des rois importants et tout, il lui met une tatane, tu crèves, hop, il est mort, ok, d'accord. Et genre les hobbits sont libres machin, et après son livre machin, il lui fait tout un discours en mode oui mais le Sauron, les hobbits ils savent même pas qui c'est, ils savent pas à quoi ça ressemble, ils ont rien à faire dans l'histoire, les semi-hommes là, ils ont littéralement rien à faire dans l'histoire. Il y a de toute la série, tu comprends qu'à aucun moment que Sauron fait des exactions dans les terres de l'Est, à aucun moment, que ce soit dans le flashback de l'épisode 1 de la saison 2, la saison 1 et tout le reste de la saison 2, donc c'est une incohérence. C'est une putain d'incohérence, ça n'a aucun putain de sens, du coup ça te fait vraiment l'arc de l'Est est buggé du cul, voilà. L'arc de l'elfe est buggé du cul, et puis après il fait ah ben on pourrait être les deux suivants et prendre le contrôle, lui il fait non je préfère être avec les Bolbits. Ah ok d'accord, bah nique. Je pète les montagnes avec mon bâton, et puis je les fais tomber sur les gens. Par contre voilà je te laisse réfléchir pour l'instant, mais tu te démerdes, mais t'as intérêt à changer d'avis hein. Et puis les Bolbits sont en mode vite ça. Il y en a ils attendent. Et t'en as une qui fait on fout le camp. Ah oui c'est vrai t'as raison. Les cailloux tombent du ciel machin. Panique. Et là qui fait Nori va-t'en. L'étranger qui est en mode je retiens tout. Panique. Tu vois un autre plan après. Oh là là. Tout le monde est mou. Oh il y a eu des morts. Alors j'ai bien aimé des hobbits se faire écraser par des rochers. C'était marrant à voir ça. Ça change. Un Bolbit et plus de Bolbit. Ça fait crêpe. Une crêpe hobbit. Une crêpite. Ouh, une crêpe bite. Une crêpe à la bite. Pas sûr que YouTube il apprécie ce que je dis, j'en ai rien à foutre. De toute façon, je suis pas monétisé, à part par vos dons sur Tipeee.
Faites des dons. Bref, les hobbits qui discutent, j'ai même pas retenu la discussion qu'avaient Nori et Poppy avec lui, sauf le merci grand elfe et l'autre hobbit, chef des Forteaux, merci grand elfe. Déjà j'ai entendu ça, j'ai fait peut-être. Alors je me dis à ce moment-là, je me dis ouais, peut-être qu'ils ont déjà vu des elfes, ils doivent se dire ok, il est grand, ça va faire penser à un elfe et la frame d'après, t'as Nori qui te dit oui mais en fait non. Non mais en fait c'est bizarre qu'ils vous appellent comme ça parce que eux-mêmes n'ont jamais vu d'elfes. Ok, la série se tire des bâtons dans les roues, littéralement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas accélérer le mouvement. Ou alors tu vas me laisser faire ce que j'ai à faire parce que après je dois parler. Après ça va être discussion Discord avec les abonnés. C'est ce qui est prévu donc. Non. Laisse-moi finir au moins. Et que je reconsidère. Salut Elrohir. Juste une chose Elrohir. Je me demande comment tu vas faire pour défendre l'indéfendable. Littéralement, parce que là c'est indéfendable cet épisode. Oui c'est bien. Retourne là-bas. Tu te calmes. Tu te calmes. Imposez-vous messire. Enfin voilà, et puis oh, le bâton qu'elle a vu, elle le pousse, Nori l'a fait tomber par terre, puis après il tombe dessus, oh, un bâton, regardez, j'ai un bâton, j'ai trouvé mon bâton, et puis il s'en va. Et puis tu le vois après, il va retourner chez Tom Bombastic, et il lui fait, oui mais tout ça c'était des épreuves que vous m'avez fait, c'était pour que je choisisse l'amitié et non le pouvoir, machin, et Bombadil qui ose dire, non, mais ce n'est pas l'homme qui choisit le bâton, c'est le bâton qui choisit l'homme. Ça va, Ollivanders, avec les baguettes magiques? C'est pas Harry Potter que t'as devant toi, connard. Cette référence à Harry Potter, sortie nulle part, je fais... Vous êtes sérieux, les mecs? Vous êtes sérieux? Je vais faire une vidéo en mode meilleur épisode de la Terre. Bah j'espère Elrohir que tu trolls hein, et que tu vas vraiment faire une vidéo en mode troll parce que fais gaffe c'est dangereux et quand même qu'après il lui dit oui après vous allez vous appeler voilà comment vous allez vous appeler du coup c'est quoi enfin ça, le bâton vous choisit et le prénom aussi vous arrive et lui il a fait Gandalf est mon nom. Ma réaction comme j'ai dit en partie no spoil hein, ma réaction hein, ça a été vraiment ça hein. Oh putain ils ont enculés, oh ils ont osé. Oh putain les fils de pute! Oh les enculés! J'ai sauté de mon canapé. Le culot! Le culot de faire popper ce personnage qui n'a rien à foutre dans cette techniquement série puisqu'elle se déroule au second âge. C'était prévisible Elrohir, je suis complètement d'accord. Mais moi j'espérais jusqu'au bout que ce serait des mages bleus. Parce qu'on sait qu'ils ont eu les droits. Et c'est totalement vrai, Elrohir. Depuis l'épisode 1 de la saison 1, la majorité des gens se doutaient que ça allait être Gandalf. Mais j'espérais. J'espérais sincèrement que ça allait être un mage bleu. Et finalement, voilà, bah là ils ont choisi de confirmer jusqu'au bout. C'est Gandalf le bleu. C'est Gandalf, mais le bleu. Retournement de situation, plot twist. Je ne sais pas. Mais putain, mais j'ai hurlé. Ma femme pourrait vous le confirmer. Quand elle sera en live, vous irez l'emmerder. Mais j'ai pété un boulon. Elle a vu ma tronche, elle m'a vu réagir. J'ai vu sa tronche me regarder en mode tu as pété un boulon. J'ai sauté. Mais c'est de la merde. Voilà. Il y a les bons et les mauvais magiciens. Le mauvais magicien, il fait de la magie et des trucs mystérieux. C'est un mauvais mage. Le bon magicien, lui, il fait de la magie, il dit des trucs mystérieux, mais c'est un bon mage. C'est exactement ça. Et donc du coup, l'autre mage machin, le petit plan fin où tu le vois, ok, c'est bon, c'est Saruman, on a compris. Mais dans ce cas-là, ça n'a aucun putain de sens. Que fout Saruman? Comment se fait-il que Saruman soit déjà en mode corrompu alors que il justement, il devient un connard au fur et à mesure de la fin du troisième âge, mais pas avant. Et c'est quand il affronte Gandalf justement dans les bouquins, plus ou moins, qu'il devient le multicolore. Parce que justement, aux multiples facettes, tout ça. Ils ont pris une phrase dans le tome 12 sur Olorin. Ah ouais? J'avoue, là j'ai pas le truc. Saruman corrompu avant même d'être corrompu dans les livres. Oui, mais c'est ça! Gandalf présent en Terre du Milieu avant même d'être présent en Terre du Milieu.
Donc du coup, tout le truc des mages bleues est absolument détruit maintenant. Donc cette théorie qui était la théorie qui tenait le mieux la route, qui était le plus cohérent pour la suite, ne l'est plus. Donc maintenant, il va se passer quoi? On va voir Gandalf débarquer avec l'héros Erim à la guerre de l'Ultime Alliance, essayer de buter Sauron? Ça va être ça le truc? Parce que là, concrètement, de la manière où il est, genre Gandalf, là maintenant, est en terre du milieu, c'est acté. Gandalf est en terre du milieu, Saruman, c'est pas sûr à 100%. Mais en tout cas, voilà. Gandalf est déjà en terre du milieu avant tout ce qui se passe. Donc il va être présent à la fondation du Gondor et d'Arnor, il va peut-être être présent durant la guerre de l'Ultime Alliance, il va être... Enfin, voilà. Jésus est parmi nous. Voilà, Jésus est déjà là. Mais qu'est-ce que tu fous là? Là, maintenant, ils vont faire comment? Vraiment? Ils ont fait un choix, mais le choix le plus débile qui était possible par rapport à ce personnage. Ça aurait été beaucoup plus intéressant que le mec, en fait, soit un Istari inventé, qui aurait pu servir pour l'histoire, et que genre, j'imagine, et genre, j'aurais bien vu que cet Istari, genre, finisse par être corrompu, vaincu par Sauron, et devienne, je sais pas, moi, un suivant, un Nazgûl. J'aurais largement préféré voir ça. Enfin bref, et puis après, on a le petit arc vite fait de Isildur, dans la cité en ruine de Pelargir, qui n'est pas une cité en ruine, et qui est encore moins abandonnée, et qui est peuplée de Ménoréens, normalement à l'époque où se passe l'histoire, mais là c'est pas le cas. Tolkien avait écrit que Olorin était venu au 2e âge d'après le tome 12. Alors je veux bien, alors ça, il faudra que j'attende là pour moi, il faudra que je demande la version de... faudra que je demande à Faustea et Erendis et Limbarie, parce que je pense qu'elles ont plus la réponse. Alors, j'ai des gros doutes sur ce que tu dis Daenerys. C'est probable que tu dises vrai. Mais étant donné que la série, normalement, n'a que les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit pour le second âge, et que, à notre connaissance, ils ont eu des droits supplémentaires, mais pour les mages bleus, qui eux sont plus canons dans le fait d'être apparus au second âge, j'ai des gros doutes pour Gandalf quand même. C'est pour ça qu'après j'aimerais demander confirmation à elle, parce que elle maîtrise beaucoup plus le sujet des Homi, donc des History of Middle-earth, donc c'est les bouquins extérieurs qui ne sont pas, disons, canons, qui sont les autres théories, les autres travaux de Tolkien, tandis que le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion, tout ça, c'est les versions vraiment finalisées, on va dire. Donc, je suis dubitatif. Je suis curieux de voir ça, voir si c'est vraiment vrai, parce qu'en tout cas, dans les récits officiels, hein, je parle bien des trucs canons, on va dire, l'univers, on va dire l'univers canon et pas l'univers Legends. La guerre. À la limite, ils auraient dû dire Olorin et non Gandalf. Oui, à la rigueur, ça aurait fait ça aurait fait tilter les fans. Ceux qui connaissent le bouquin, ils auraient gueulé pareil. Moi le premier. Mais ceux qui connaissent pas, ça aurait moins été un problème, je pense. En tout cas, oui, dans le canon de l'œuvre, Radagast, Saruman et Gandalf arrivent aux environs de l'an 1000 du 3e âge. Pas avant. Dans les versions écrites ultérieures, les remaniements de Tolkien, ça me surprendrait pas qu'il ait décidé de faire venir genre Gandalf au second âge. Mais dans ce cas-là, il a dû vouloir commencer à faire ça, et quelque chose me dit qu'il l'a abandonné aussi. Parce que c'était incohérent. Tu l'as lu, Les Contes des Gens Inachevés? Oui, je l'ai lu. Il y a longtemps maintenant, mais faut que je le relise. Enfin bref, on retourne là-bas, on voit Isildur qui discute avec Theo. Theo l'acteur a enfin des émotions et montre un peu quelque chose d'acting, et pas juste un personnage mou. Donc ça change un peu. Theo qui a une conversation assez intéressante quand même avec Isildur en mode comment tu gères en fait la perte de ta mère. Et j'ai trouvé que c'était un dialogue simple mais efficace. Parce que c'est vraiment, là c'est le gamin orphelin qui a appris du coup qu'Isildur est orphelin aussi, hein, enfin orphelin, qu'il a pu sa mère, que sa mère est morte à cause de lui, parce qu'il l'a entendu de la conversation de l'épisode 5. Je crois que c'était l'épisode 5. Il me semble, je sais même plus pour vous dire. Et voilà, qui réagit un truc, enfin voilà. Et juste après, on a l'humaine Estrid machin, dont on s'en fout complètement, qui arrive, et qui est là machin, il fait viens avec moi, et puis il lui fait des bisous. Le bisou, j'y croyais pas, j'étais là, non mais sérieusement les mecs, c'est bon, arrêtez d'utiliser un bisou, le bisou qui... On n'y croit pas à la relation entre les deux. Ça fait comme Poppy et Merrimack, on n'y croit pas. Parce qu'il n'y a pas de développement de personnage. Et c'est là où on voit du coup les limites d'une saison de 8 épisodes. Les limites, là, c'est bon, dans l'épisode 8, tu comprends les limites de faire une série qu'avec des saisons de 8 épisodes. C'est bâclé, des trucs sont ultra rushés, il y a un manque d'écriture flagrant pour des tas de personnages, t'as des arcs, t'arrives pas à y croire, t'en as d'autres qui sont complètement anéantis, les limites sont atteintes.
cet épisode 8 nous finalise de montrer les limites d'une série en 8 épisodes. Par saison. Il va mal finir le Théo, ça sent les Anakin Skywalker. Ouais, peut-être. Hein. Enfin bref, là, Númenor machin, oui, ils sont là. Et là, t'as Kemen qui fait « Oh là là, alors maintenant ces terres sont à nous. Mais les provisions, tu veux les provisions? Tu me ramènes du bois, t'auras à bouffer, sinon on va te faire enculer. » Et Isildur comme tu me ramènes, je veux elle avec moi, on retourne à Númenor, je suis machin, elle est l'épélige, mon père il est l'épélige capitaine machin de Myriel, j'exige que, il fait c'est mon papa le roi maintenant, va te faire foutre. Et puis si t'es pas content, on bute ton cheval vu que tu l'aimes bien ton cheval. Le cheval, c'est génial. Ah, c'est vraiment, littéralement, le cheval Bérec ou Balek a plus de développement de personnage que beaucoup que dans la série. C'est un peu exagéré et c'est à la fois vrai. Les Hobbits, ils sont bien ou pas? Je veux avoir ton avis, désolé si je sors du sujet du live. Non, ils sont pas bien. Enfin, si, il y a des trucs vachement sympas au niveau du développement des semi-hommes, comment ils auraient pu être à l'époque du second âge, sur qui ils auraient pu être, enfin, s'ils existaient à cette époque-là en tout cas. Moi, il y a des trucs que j'ai plutôt apprécié au niveau du développement de la civilisation hobbitique, mais en termes d'écriture de personnages, il y a des trucs, c'est nul, c'est mal écrit, ça pas. Enfin, il y a des trucs qui sont bien écrits, mais sinon, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. C'est qui Valandir? Valandir, c'est le mec qui se fait buter par Kemen dans l'épisode 6. Qui, dans les bouquins, était un ami, et comme dans la série d'ailleurs, est un ami d'Isildur, et c'est parce que Valandir va mourir que Isildur nommera plus tard l'un de ses enfants Valandir, qui deviendra d'ailleurs le deuxième roi de Gondor, dans mon souvenir. Ça n'existe pas au second âge, les Hobbits, je sais plus, on sait pas. Dans les livres, en fait, dans les livres canon, encore une fois, on ne sait pas d'où viennent les semi-hommes. On ne sait pas quand est-ce qu'ils sont arrivés. Les premières mentions d'eux, ce sont dans la vallée de l'Anduin. Donc là, entre la forêt noire et les monts brumeux. C'est la première mention. Enfin, c'est le seul endroit en tout cas où la première fois qu'on entend parler d'eux, quoi. Pas avant. Donc la série a choisi de développer ce côté-là. J'ai trouvé des idées vachement sympas, mais la fin, là, par contre, non. Enfin bref, et on finit cette analyse avec le plan où on voit Galadriel... on voit Galadriel, du coup, qui essaie de se faire guérir. Bah attendez, je l'ai dit tout à l'heure, ça. Oui, j'ai dit tout à l'heure. Ils vivent au bord de l'eau. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? On finit du coup sur la scène où Galadriel se réveille en mode Frodo, du coup, dans la future vallée de Foncombe. Bah ça, voilà, c'est acté, on le voit, c'est clairement la vallée de Foncombe. Kemen et Arianne, tu en penses quoi? C'est de la merde, deux personnages qui sont à chier. Kemen est nul, y a rien de développé quasiment dessus. On essaie de t'en faire un espèce de méchant bizarre, mais il est juste con, c'est un méchant générique de séries et de films, méchant de base. Voilà, rien de spécial. Et Arianne, on sait pas où ils vont avec. C'est pas de sens. Les semi-hommes n'ont pas un lien avec les petits nains. Non, rien à voir. Rien à voir. Les petits nains, c'est vraiment une sous-race de nains, si on veut. Il est méchant pour être méchant, il y a tout acheté. C'est ça, il est méchant juste pour être méchant. Voilà. C'est le méchant de base, voilà, le cliché du méchant. Un peu con, je suis méchant, là, regarde, je fais des trucs de méchant. Kemen, en plus, à mon avis, qui n'a pas conscience qu'il a été envoyé là en terre du milieu en qualité de dégage, tu me saoules mon fils. Moi, je le vois comme ça. Enfin bref, on arrive du coup avec Galadriel qui se réveille, Elrond, Gil-galad et Arondil qui sont là. Arondil qui est en mode commandante. Commandante. Ah là, elle qui est là en mode Arondil, t'es pas mort. Voilà. Premier âge, c'est qui Ectélion? Je vais pas tergiverser là-dessus, laissez-moi finir mon analyse. Parce qu'après, il faut que j'aille pisser d'ailleurs. J'ai une envie de pisser de ouf. Enfin voilà, c'est bizarre. Et après, ils sont là, oui, qu'est-ce qu'on fait machin. Elrond qui explique que là, ils sont à bout. Ceux qui ont réussi à s'enfuir sont à bout. Ils ont plus envie de se battre, ils ont plus envie de faire quoi que ce soit. Ils en peuvent plus. Voilà. Et Arondir qui est en mode, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait, commandant? Genre Gil-galad il dit rien, enfin si Gil-galad il parle vite fait, il parle d'histoire de lumière, de ténèbres, je sais plus quoi, dites-vous que la conversation est complètement sortie de ma tête par rapport à tout ce qui s'est passé avant, et Ectélion de la Fontaine, Seigneur des Fontaines, était un homme Noldor de Gondolin, oui c'est vrai, c'est ça. Ah bah voilà, il y en a qui ont écrit la même chose. Gil-galad qui rise un peu Galad, tu étais plus calme dans le coma, wink wink. Oui, ça j'ai trouvé cette petite scène sympathique. Ce petit dialogue de c'est agréable de vous voir calme, ça fait bizarre même pour vous dire. J'aimerais bien vous voir plus souvent. Bon, Galadriel qui le prend à la rigolade, et c'est totalement vrai, faudrait le prendre à la rigolade pour cette scène-là. Enfin bref, et puis après, déplacement, les elfes se réveillent, on voit tous les elfes autour en mode on va pas bien.
On voit encore une fois des humains habillés en elfes et pas des elfes. On voit encore des hommes jouer des humains jouer des elfes, ça se voit. Le Vorondir, là, le mec qui était complètement blessé en arrivant auprès d'Elrond en disant que les nains ne venaient pas, il pète la forme. Voilà, il pète la forme. Et on voit un... Ah voilà, parfait. Et on voit un Gil Galad qui est là. Et les elfes en mode... Ouais! S'il baisse l'épée, ça fait quoi? Ouais! 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 C'est quoi? C'est ça le truc? Ils essaient de nous faire un machin de stade en mode les elfes. Ouais! Ouais! Je suis désolé, mais cette fin d'épisode, les elfes, genre en mode qui étaient vraiment dans le mal, machin, et qui d'un seul coup sont en mode wouhou, ouais, wouhou, ouais, wouhou, on retrouve l'espoir. Mais l'espoir de quoi? La discussion juste d'avant, on dit clairement qu'ils sont à bout, ils ont plus envie de se battre, ils sont pétés. Je voulais un discours. Un discours de Gil-galad. S'il vous plaît, donnez-nous un discours. Il fait quasiment pas de discours, Gil-galad, vite fait, en elfique, machin, tout ça, Gil-galad est gâché dans cette série. Putain, il sortait l'épée, il faisait un discours en elfique, machin, en disant qu'on n'abandonne pas, le truc muche et tout, qu'on va se faire les trucs, machin, et qu'il galvanisait du coup la population et les soldats qui restaient, ça aurait eu 100 fois plus d'impact que juste le... Hey! Ouais! Ya! Là, sérieusement, j'ai vu des elfes passer du... Belliciste! Belliciste! C'est... Ça, c'est... Cet épisode 8, là, il est à l'image de la série, en fait, actuellement. Voilà, il est à l'image de la série et des séries actuelles qui veulent faire des séries qui durent 8 épisodes par saison. Du coup, se mettre des bâtons dans les roues en brisant... en s'empêchant de pouvoir faire des développements beaucoup mieux d'un tas de personnages, d'améliorer des tas de scènes, tout ça parce qu'ils veulent aller vite, parce que ils s'en foutent, enfin ils s'en mêlent les pinceaux, ils font nawak. C'est... Voilà, donc comme je disais, c'est un épisode auquel je mets un 3 sur 10, parce que à part la direction artistique, la musique, le jeu d'acteur de Celebrimbor, Anatar, Galadriel un peu plus, de Durin, les scènes des scènes assez épiques comme le coup du Balrog qui n'a rien à foutre là, putain de t'enculé de tes morts. Tout ça ouais, c'était sympa, mais tout le reste, c'était un non absolu quoi. J'ai bien aimé cette saison malgré les défauts, mais je dois admettre que j'aurais préféré que ce soit plus axé sur les nains et les elfes et que Númenor soit regardé pour la suite. Tout à fait. C'est ce que je dis en plus depuis la fin de la saison 1 et à tous les épisodes on voit Númenor de la saison 2 depuis le début. Je pense qu'on est assez d'accord pour dire que je suis assez cadré là-dessus. C'est Númenor, ils auraient dû garder ça en mode découverte saison 3. Des mentions par-ci par-là, des références à certains personnages dans la saison 1 et la saison 2. Grand plaisir, ouais, ça aurait été pas mal, et juste maintenir le truc de putain, il me parle de Númenor, mais on la voit quand, ça aurait été énorme, et tu commences la saison 3 avec Númenor, et vraiment se concentrer à fond les ballons sur Númenor, genre, faire des épisodes où c'est 3 quarts Númenor, 1 quart à la terre du milieu, et ça aurait été vachement mieux. Ils ont commencé trop dark, et ils se perdent. Oui, et ça se ressent, c'est ça, ils ont commencé trop dark, et ils se perdent, on sent qu'ils ont essayé de rattraper des trucs, et qui finalement, ils ont pas vraiment réussi, Et voilà quoi, c'est... Tu as une miette dans les cheveux, Gaëtan. Ah bon? Eh oui. Non, ça c'est... Ah oui, j'ai une miette dans les cheveux, tiens. D'ailleurs, les séries en 8 épisodes vient d'une grève scénariste qui ont amené à des changements de production, mais d'épisodes par saison, mais des épisodes plus longs et GOT a démocratisé le truc. J'ai pas tout compris, mais j'ai compris un peu. Oui, effectivement, il y avait ce côté-là, effectivement, où t'as un truc qui est toujours coincé dans les cheveux, ça saoule. Oui, effectivement, il y avait cette histoire-là, c'est vrai, je me rappelle maintenant où les scénaristes avaient pas mal gueulé, mais c'est débile, en fait. Rester sur des séries de 10 épisodes. Il fallait rester sur des séries de 10 épisodes, mais du coup, avec des scénaristes mieux respectés. Et d'ailleurs, ça se ressent dans la série, tu sens que les scénaristes sont pas des masses respectés, qu'il y a des conflits entre les monteurs et les scénaristes, qu'il y a plein de trucs. C'est une série qui a trop de problèmes, en fait. Ma scène préférée de l'épisode, c'est la mort Celebrimbor avec la lance. Ah mais ça, je pense que c'est la meilleure scène de l'épisode. Celebrimbor, empalé sur sa lance, plein de flèches. Enfin, empalé, oui, sur une lance, plein de flèches.
Je pense que c'est une des meilleures scènes, dans le sens où elle est plus canon. Parce que le coup du Balrog, je l'oublie. Elle est magnifique la scène, hein, c'est super classe. Sauf le moment de Durin en mode vol plané. Tu me fais quoi là, on dirait un jeu vidéo. Enfin un jeu vidéo pas crédible, hein, j'entends. Ouais. Mais voilà, donc épisode 3, je lui mets un... Il y a 3 nouveaux scénaristes pour la saison 3. Ouais, on se demande ce qu'ils vont faire avec le matériel d'origine là. Hein. Ma scène, c'est le générique entier qui était mieux que le reste de l'épisode. Enfin voilà, donc je lui mets c'est un épisode sur lequel je mets un 3 sur 10. Je pense qu'on se refera un live juste pour voilà d'ici, je pense la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine on fera ça. La semaine prochaine, jeudi prochain, live juste sur mon avis général de la saison 2. Pour terminer du coup cet arc de cette saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Pour mettre après sur la chaîne YouTube. Donc ceux qui me regardent là depuis YouTube, merci d'avoir vu cette analyse. N'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis en commentaire en étant le plus, si possible, courtois et respectueux possible. On peut pas tous être d'accord, on peut pas tous forcément apprécier la série. Moi malheureusement c'est une série qui me sort de mes gonds, mais même plus au niveau du lore maintenant, surtout en termes de réalisation. Je suis en mode putain mais les mecs... vous êtes des amateurs, c'est pas possible, ça sent l'amateurisme. Alors pourtant t'as des fois des fulgurances, tu fais putain c'est génial. Enfin bref, et qu'on vienne pas me dire en commentaire, bah vas-y Gaëtan, fais mieux les gars, je proposais déjà des scènes toutes bêtes qui auraient pu être mieux faites, c'est juste... Enfin concrètement cette série c'est de la fainéantise intellectuelle. Et c'est à l'image de beaucoup de trucs, c'est de la fainéantise intellectuelle, et on ressent ça dans le cinéma aussi, avec tous les remakes qui arrêtent pas de sortir par exemple. Prochain truc à voir, Gladiator, deuxième du nom. Et je le dis là, mais je vais devoir le faire, et je ferai en sorte de le faire, mais je vous ferai une vidéo analyse de Gladiator 2. Du point de vue historique, du point de vue costume, et du point de vue de est-ce que c'est un bon film à voir ou pas. Là, franchement, je vais le faire. Je le ferai, ça prendra le temps qu'il faudra, mais quand il sortira le film, je ferai l'analyse de ce truc-là, et je gueulerai dessus, hein, voilà. Il faut toujours que je vous fasse d'ailleurs mon analyse de Those About to Die, cette série qui se concentre sur justement Rome, tout ça. Avec les courses de chevaux, tout ça, qui était vachement sympa. Tu fais un live demain, franchement je suis plutôt KO, donc je pense que je ferai pas de live demain. D'ailleurs, j'ai pris une petite décision là aujourd'hui. Alors Napoléon, faudra qu'on en parle aussi de Napoléon. Pour moi, c'est un film à ne pas voir. Le film Napoléon de Ridley Scott, il ne doit pas être vu. Ou alors, si vous voulez le voir, littéralement retirez votre cerveau de fan d'histoire. Ah oui, la fameuse Director's Cut, c'est vrai mon amour, dit-elle avec beaucoup de sarcasme. Megalopolis, non, bah je vous avoue, je suis pas allé au cinéma depuis un petit moment là. Donc bah si, je suis allé voir Deadpool et Wolverine, voilà, c'est le truc que je suis allé voir le plus récemment. Enfin bref, et non, du coup, maintenant, les lives du vendredi matin, je vais les retirer. Parce qu'en fait, par rapport aux lives là, du jeudi soir, je sais que c'est des lives où ils seront assez longs, assez énergiques, qui vont prendre pas mal d'énergie. Et pour les lives du coup du jeudi soir, je me concentre du vendredi matin. Vendredi matin, maintenant, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus que 3 lives par semaine, donc le lundi soir, le jeudi soir et le mardi matin. Et en fonction de si j'ai l'énergie, s'il y a un truc important, si j'ai envie de le faire, voilà, il y aura un live en plus. Par contre, samedi... dites-vous que samedi, je serai en live. Ce sera un live, mais craft. Parce que j'ai un truc à fabriquer. Que j'aimerais du coup faire en live, parce que je trouve ça beaucoup plus sympa. Pareil, j'ai un bouclier à peindre aussi que j'aimerais faire en live, donc voilà, donc ça, on fera ça samedi. Excusez-moi le YouTube, c'est vrai que j'ai oublié de couper entre temps, donc en tout cas, merci à vous d'avoir regardé l'analyse, merci à vous d'avoir regardé toutes celles que j'ai fait avant, qui ont été d'accord ou pas, j'espère qu'en général ça vous a plu, dites-moi encore en commentaire, encore une fois, ce que vous en avez pensé. Et on se retrouvera du coup pour mon analyse finale de cette saison 2, du coup la semaine prochaine. Au moment où vous regardez la vidéo, là elle est sortie ce vendredi 4 octobre à 9h du matin. Donc si vous l'avez vu entre temps, bah, tant mieux. Et encore merci aux donateurs de soutenir du coup la chaîne. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup, mais un don est un don et ça fait quand même très plaisir. Et sinon, bah, si vous ne pouvez pas faire de dons, commentez, partagez, abonnez-vous. Bien sûr, abonnez-vous. Venez sur Twitch, surtout, venez sur Twitch. Si vous voulez voir du coup certaines vidéos en avance, à savoir ne serait-ce que tous mes let's play. Enfin voilà, je répète le simple truc que tous les créateurs quasiment disent, mais bon, c'est important, il faut le faire. C'est relou, moi je trouve ça ultra casse-couille, mais bon, n'empêche que quand on le dit, ça fonctionne. Allez, bah ça va pourquoi.
Et je vous dis du coup à la prochaine. Salut YouTube. Putain!